Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Ortho-Sereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Entre deux séances. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé puisque le dernier vrai épisode que je vous ai fait c'était le 22 juin et aujourd'hui on est le 12 juillet. Et je suis très contente de vous retrouver pour un épisode classique. Vous avez eu un épisode hors série il y a 2 semaines quand j'étais en vacances. J'espère que cet épisode hors série avec Floriane d'Orthofinance vous a plu. C'est un épisode qui sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. On a parlé de plein de trucs différents. Je me souviens très bien de cet épisode. Donc voilà. Bah écoutez, moi je suis de retour. De retour de vacances. La dernière fois j'étais de retour parce que j'avais eu beaucoup de choses pendant plusieurs week-ends et plusieurs week-ends qui s'étaient enchaînés. Là, ça fait 2 semaines que j'étais en vacances, je suis rentrée hier soir, samedi 11. Aujourd'hui, je prends le temps de vous faire un petit épisode de podcast avant la reprise demain du travail. J'espère que vous allez bien. Ça y est, pour moi, les vacances, c'est fini. C'est quand même assez tôt puisqu'on prend nos vacances fin juin. Là, je vais attaquer le tunnel de juillet-août et je reprendrai une petite semaine en septembre, mais je pense qu'on bougera pas, on restera à la maison simplement avec Thomas. Bah écoutez, si vous partez en vacances bientôt, je vous souhaite de bonnes vacances. Je sais que les gens ont plus l'habitude de partir mi-juillet jusque mi-août. Et bah écoutez, profitez bien de vos vacances. Moi, ça y est, c'est terminé. Chacun son tour, on va dire. Euh, Ça va être un épisode un peu déstructuré puisque bah comme j'étais 2 semaines en vacances, forcément j'ai pris des notes sur rien. J'ai pas été au cabinet, donc forcément j'aurai pas d'anecdotes du cabinet à vous raconter. Mais j'ai quand même des choses à vous dire. Je sais pas trop combien de temps va durer cet épisode, on verra. Comme d'habitude, ce podcast est sans coupage, sans montage. Pas de bullshit que de l'authentique. J'avais presque oublié cette phrase. Je sais même plus comment je m'appelle, je suis complètement perdue. J'ai l'impression d'être totalement déphasée, mais je pense que les habitudes vont revenir petit à petit. Une première chose, enfin, je voudrais juste vite fait le sommaire. Une des premières choses dont je voulais vous parler, bah, c'était forcément mes vacances. Je vais vous faire un petit retour sur mes vacances. En toute humilité, juste pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Ensuite, je voudrais revenir sur un post Facebook qui a eu beaucoup de réactions sur les installations entre guillemets sauvages, donc les anciennes qui sont là et qui voient d'un mauvais œil les nouvelles qui s'installent. Je vais revenir là-dessus, je pense que ça vous intéresse. Et je vais vous parler après des messages chiants que je commence à recevoir qui m'agacent un petit peu. Je vous en reparlerai à la fin. Donc, j'étais en vacances pendant 2 semaines et juste avant mes vacances, j'ai voulu facturer tous mes domiciles parce qu'en fait, mes domiciles, je ne les facture qu'une fois par mois, à la fin du mois. Enfin, quelques jours avant la fin du mois, comme ça, je reçois mon paiement avant le 31 et je suis tranquille. Donc souvent, le 26 ou le 27 au plus tard, j'ai facturé tous mes domiciles. Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Parce que le jour où j'avais plus de 2 000 € de facture à passer, Topaz bug. Mais quand je vous dis Topaz bug, je n'ai pu passer aucune facture. Sachant que j'ai quand même pas mal de domiciles, j'ai 1 jour et demi par semaine de domicile. Donc bah, c'est presque la moitié de mon chiffre d'affaires. Et là, j'avais vraiment beaucoup de factures à passer. Je vous dis plus de 2 000 €, mais ça se trouve, c'est plus. J'avais vraiment beaucoup de factures à passer jeudi, juste avant de partir en vacances. En fait, jeudi, je devais passer toutes mes factures. Jeudi soir, je partais. Donc il y avait même pas moyen que le lendemain, je réessaye en dégradé, puisque le lendemain, j'étais déjà à Rome. J'ai tellement ragé. En fait, jeudi matin, je vais chez une première patiente à domicile, ça fonctionne. Ensuite, je vais à l'EHPAD. Et là, j'avais vraiment pas mal de choses à passer à l'EHPAD parce qu'il y avait des ordonnances que j'avais pas eues et j'avais quand même fait les bilans. Et là, j'avais reçu des ordonnances, donc j'avais des bilans à facturer. Quelle horreur, j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. En fait, le truc qui buguait, le logiciel ne captait pas mon lecteur de carte vitale. Donc j'ai éteint mon PC plusieurs fois, j'ai essayé de rallumer, machin, fermer Topaz, redémarrer Topaz. J'ai jamais eu trop de problèmes avec Topaz, sauf là, ce jour-là, où vraiment ça m'a mise hors de moi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai pas le choix, il faut que je facture absolument, donc je vais appeler le support pour voir s'il n'y a pas un bug
qui peuvent régler. J'essaye d'appeler directement par téléphone le support. Il faut savoir que j'étais avec ma stagiaire, parce que j'avais une stagiaire de seconde à ce moment-là. Juste avant que je parte en vacances, pendant 15 jours, j'avais une stagiaire. Donc je me suis dit, tant pis, je vais lui faire subir ça, mais il faut qu'on reste plus longtemps et qu'on écourte notre pause déj pour que je puisse facturer. Et donc j'appelle le support de Topaz, 15 minutes en attente pour qu'au final ça me raccroche au nez. Alors ça, il m'en faut pas plus pour m'énerver, ça m'a vraiment, vraiment gavée. Et en fait, au bout de 5-6 minutes d'attente, je me suis dit, je vais quand même mettre un message sur le chatbot, comme ça, si jamais au téléphone ça répond pas, en parallèle, je suis quand même sur le chatbot, le petit truc de message automatique sur la plateforme. Donc j'envoie un message, l'assistant d'intelligence artificielle répond en premier, c'est pas tout de suite quelqu'un. Évidemment, l'assistant d'intelligence artificielle, il me dit d'éteindre et d'allumer mon ordi. Forcément, il me dit les manipulations de base, sauf que je les avais déjà faites 5 fois. Parce que je suis pas bête, je sais très bien que quand ça marche pas, il faut éteindre l'ordi. C'est une des premières choses à faire. Éteindre, allumer, et je l'avais fait déjà plusieurs fois. Donc, je le fais un peu tourner en bourrique, l'agent intelligence artificielle, et je lui demande de me donner un conseiller. Je finis par avoir un conseiller au bout de 15-20 minutes. Franchement, c'est vachement long, je trouve. Je finis par avoir un conseiller, je vous le donne en mille, qui me redemande d'éteindre et d'allumer mon ordi. J'avais envie de le tuer en lui disant, mais tu penses que moi j'ai fait quoi? Et tu penses que l'assistant IA il a fait quoi? J'ai déjà rallumé mon ordi 10 fois, enfin je peux pas faire mieux. Donc il m'a fait tourner en bourrique et surtout qu'en fait comme c'est de l'écrit, c'est très lent. C'est très très lent. Moi en fait j'attendais juste qu'il me demande mon numéro pour m'appeler et pour que ça aille plus vite. Enfin, je veux dire, t'es là, tu t'occupes de moi, pourquoi tu me demandes pas mon numéro pour que ça aille vite? Ou pourquoi tu me demandes pas de faire un visio, tu m'envoies pas un lien pour qu'on fasse un Teams ou j'en sais rien, enfin bref. Donc déjà c'est très très lent. Au final, il attend, je pense, une demi-heure. Donc ça faisait bien 40 minutes là que j'attendais, hein. Il attend une demi-heure pour me lancer un TeamViewer. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un TeamViewer, c'est genre un truc, c'est une application que tu mets sur ton ordi et ça génère un code. Tu lui donnes le code au gars et le gars il peut prendre la main sur ton PC et donc faire des manips, etc. Comme si c'était lui qui gérait ta souris. Donc le gars, au bout d'une demi-heure, il me propose un TeamViewer. J'avais envie de dire, mais enfin! Enfin, je veux dire, pour moi, c'est la base dès que t'es avec le support. Pour moi, le TeamViewer, c'est une des premières choses à demander pour qu'il puisse prendre la main directement. Là, il m'a fait poireauter pendant 30 minutes en me faisant éteindre, allumer l'ordi encore, etc. Il prend le TeamViewer. Tout ça, ça a duré encore une demi-heure. Donc j'ai passé plus d'1h15 avec le support, sachant qu'il n'y a aucun moment où il m'a appelé, ou juste pendant le TeamViewer, et ben, il revenait sur le chat, il m'écrivait un message et moi je devais lui répondre. Donc en fait, on perd, ça peut paraître bête, mais par message, on perd des genre 30 secondes. Et en fait, c'est énorme 30 secondes quand tu t'envoies des dizaines et des dizaines de messages. Donc on a passé plus d'une heure comme ça. Ma stagiaire, elle n'en pouvait plus, la pauvre, je lui disais, mais en fait, je suis désolée, mais j'ai vraiment besoin de facturer, donc franchement, je suis désolée, mais on va devoir rester. Elle a été très mignonne, elle m'a rien dit. Euh, tout ça pour qu'au final, ils me disent que c'est mon adaptateur le problème, alors que c'est faux, puisque là, je viens de rentrer de vacances. La première chose que j'ai faite, c'est j'ai allumé mon PC, j'ai testé mon lecteur de carte vitale et ça marchait. Donc en fait, ça m'énerve. Et j'ai vu plein de posts sur Facebook qui disaient que elles avaient des problèmes pour facturer également. Donc je me suis dit, bon, bah finalement, c'est peut-être pas moi le problème, mais c'est peut-être le logiciel en tant que tel. Et donc le gars, il a passé plus d'une heure sur mon cas pour me dire que c'était mon adaptateur le problème. Parce qu'en gros, moi, comme je suis sur Mac, j'ai pas de port USB classique, il faut que je fasse avec un adaptateur. Et en gros, il était limite à deux doigts de me dire que ce que je faisais, c'était de la merde d'utiliser un adaptateur. Mais en fait, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, sinon je peux pas avoir de lecteur de carte vitale. Donc t'es con, quoi. Bref, donc ça m'a vraiment mis en rogne. Et 2 heures après, je reçois un mail. Nous avons besoin de votre avis concernant votre contact avec le support. Ah, je peux vous dire que je leur ai fait un mail salé. Je leur ai fait un mail salé, surtout que je suis en collaboration commerciale avec Topaz. Il y a des choses qui arrivent prochainement d'ailleurs avec eux. Je suis en travail avec eux sur des outils, etc. pour vous. Et, euh, et en fait, ça me dégoûte parce que j'aime beaucoup la collaboration commerciale qu'on a ensemble. Je travaille avec le service marketing qui est vraiment très très bien. Mais par contre, le support de Topaz, c'est une catastrophe. Franchement, c'est honteux. Et donc, dans mon avis, j'ai mis un truc du genre, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en libéral, on peut pas perdre du temps comme ça. Et moi, 1h15 juste pour me dire que mon adaptateur il fonctionne pas, c'est juste pas possible en fait. Enfin, pourquoi votre technicien il propose pas un TeamViewer directement dès qu'il a contact avec moi? Pourquoi il demande pas mon numéro pour qu'on s'appelle pour que ça aille plus vite? Parce qu'en fait, c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir que le support, il faut que ça aille vite. Enfin, je sais pas. Franchement, ça m'a saoulée de fou. J'étais vraiment, vraiment énervée. Tout ça pour au final ne pas pouvoir faire mes factures.
Donc là, mon chiffre d'affaires du mois de juin, il était catastrophique. Quand j'ai rentré mes chiffres sur Orthofinance, ma rémunération utilisable était genre de 1 400 €, alors que j'ai besoin de plus de 3 000 € pour me payer. Et que j'avais le chiffre d'affaires pour, puisque j'avais des milliers d'euros de factures à passer encore. Mais c'est de ma faute, j'aurais dû facturer avant, j'aurais dû m'organiser avant. En fait, dès que t'as un bug, c'est mort, après t'es foutu. Donc c'est tout, j'aurai un mois de juillet avec beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires et ça va se lisser. Mais sur le moment, ça m'a quand même fait chier. Heureusement que j'ai de la trésorerie et que j'ai pu me payer quand même 3 200 et juste je vais lisser sur le mois prochain. Genre là, en fin juillet, ce sera lissé, ça ira beaucoup mieux. Mais ça fait vraiment chier. Là, le support, c'est vraiment de la merde. Donc j'ai envoyé un mail. Je pense que quand je serai de nouveau en contact avec le service marketing, je leur demanderai pour qu'on en reparle parce que c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Bref, voilà, donc ça, c'était juste avant les vacances. Donc autant vous dire que je suis partie un petit peu irritée. Un petit peu irritée de ne pas avoir pu passer toutes mes factures et de ne pas avoir le chiffre d'affaires que je mérite, entre guillemets, mais tant pis. Et ben écoutez, après, du coup, je suis partie en vacances jeudi soir, donc on était le 25 juin. Enfin, le jeudi soir, ma mère nous a emmenés dans un hôtel près de l'aéroport parce qu'on prenait l'avion à 8h30 le lendemain matin et personne ne pouvait nous conduire sur le matin. Donc on avait pris un hôtel à l'aéroport. On a pris l'avion vendredi 26 au matin et on est parti 3 jours à Rome, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, et on est reparti le lundi. Donc on était 3-4 jours à Rome. C'était splendide. Franchement, magnifique. Ça fait vraiment longtemps qu'on voulait aller à Rome. On avait prévu une première fois d'aller à Rome en 2020. Mais le Covid a eu raison de notre voyage puisqu'on devait partir en avril 2020 et le confinement a été déclaré le 13 mars 2020, un truc comme ça. Donc notre voyage à Rome avait été annulé. Et plusieurs années ensuite, on avait voulu reprogrammer, on l'avait jamais fait et là on s'est dit vas-y, allez, 2026, on va à Rome. Il faut qu'on y aille, ça fait vraiment longtemps qu'on veut y aller. Et je peux vous dire que quand ils ont parlé de l'antavirus là début d'année, j'ai eu une sensation de déjà-vu en me disant en 2020 on a eu le Covid, là ils nous sortent l'antavirus, on va jamais pouvoir aller à Rome, c'est pas possible. Et je m'étais même dit si là l'antavirus ça prend de l'ampleur et qu'on ne peut pas aller à Rome, c'est que c'est le destin, il faut pas qu'on y aille. Bon finalement l'antavirus ça a été un flop monumental, je pense qu'il y avait rien de plus camesque que l'antavirus. Donc finalement on est allé à Rome pendant 3-4 jours, c'était génial, on a fait toutes les attractions de touristes, on a mangé des pizzas, on a mangé des pâtes, on a mangé des tomates mozza, j'ai mangé de la burrata, j'ai mangé du prosciutto, je me suis blindé le bide. Je pense qu'à Rome, mais c'est même pas je pense, c'est sûr, à Rome, on n'a pas du tout cuisiné, on avait pris un Airbnb, la cuisine ne nous a pas servi, on a fait que de manger au resto. On a vraiment profité. On a fait du coup Forum romain, Mont Palatin et Colisée. Le samedi, il me semble. Ouais, ça c'était le samedi. En fait, le samedi, on avait pas mal de visites de prévues. Le vendredi, on est arrivé en fin de matinée, donc l'après-midi, on avait juste visité Rome, comme ça, on était allé un petit peu se balader comme ça. Le samedi matin, on a fait Forum romain, Mont Palatin et Colisée avec une guide française, enfin qui parlait très bien français. Et c'était génial. Et c'est ce que je dis à pas mal de gens qu'on retrouve là après être rentrés de vacances, c'est que faire les visites à Rome, c'est trop bien parce qu'en fait, c'est magnifique. Mais je trouve que si t'as pas de guide ou d'audio guide pour t'expliquer, ça a moins de sens et c'est moins intéressant. Enfin, en fait, par exemple, dans le forum romain, tu passes, tu vois des vestiges, c'est super, mais en fait, tu comprends pas trop à quoi ça correspond. T'arrives pas trop à te dire, bon, bah, ça date de quelle année, pourquoi c'est là. Alors que là, avec la guide, elle expliquait vraiment toute l'histoire. C'était vraiment, vraiment bien. Franchement, j'ai pas du tout regretté de prendre une visite guidée avec une guide. On était avec un petit groupe de 10-15 Français. C'était vraiment chouette. Par contre, la chaleur, atroce. Franchement, il faisait vraiment très, très chaud. Donc, on a fait ça le matin. Et le samedi après-midi, on a visité le Vatican, le musée du Vatican. Et c'était trop pour une journée, je pense, parce que le musée du Vatican, en plus, il est grand, il est long. Pour arriver à la chapelle Sixtine, t'es obligé de passer par toutes les pièces, c'est vraiment fatigant. Mais c'était vraiment top. Donc on a fait ça le samedi. Le dimanche, on est allé voir la basilique Saint-Pierre. Donc on est allé voir l'Angélus du pape à midi. Donc j'ai vu le pape en vrai. J'étais trop contente d'avoir vu le pape. Je me suis dit, vas-y, c'est peut-être une seule fois dans ma vie que je pourrais voir le pape. Donc c'était trop cool. La basilique Saint-Pierre, elle est magnifique. Même si vous n'êtes pas croyant, vous allez à la basilique Saint-Pierre, vous en prenez plein les yeux. Franchement, c'est incroyable. Dès que tu tournes la tête, tu vois un truc de fou dans la basilique Saint-Pierre. C'est vraiment, vraiment dingue. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. On a assisté à la messe à la basilique Saint-Pierre. Donc ça, c'était vraiment chouette.
Et l'après-midi, qu'est-ce qu'on a fait dimanche après-midi? Je ne sais même plus. Je sais même plus. Honnêtement, je sais plus. Le lundi, c'était le départ pour Florence. On est arrivé à Florence en début d'après-midi. Il faisait une chaleur à crever. Franchement, c'était un truc de dingue. On est arrivé vers 13h à Florence. On est allé manger directement au restaurant. Et en fait, on a mangé en terrasse, mais j'avais l'impression d'être dans un sauna, tellement il faisait chaud. Euh, Désolée, je dois éternuer. Ah. Et du coup, je l'ai dit, c'est passé. Mais ouais, en fait, à Rome, il y avait quand même un peu d'air, donc il faisait chaud, mais c'était soutenable. À Florence, il n'y avait pas d'air du tout, c'était vraiment très très dur. Donc ça, c'était le lundi après-midi, on s'est juste baladé dans Florence. Le mardi, on avait la galerie de l'Académie et la galerie des Offices de prévu. Un le matin, à l'après-midi, je sais plus dans quel sens on a fait. J'ai beaucoup beaucoup aimé celle où... Alors celle où il y a le David, je crois que c'est la galerie des Offices, qui est plus petite que la galerie de l'Académie, il me semble. Enfin bref, les deux étaient super. Avec Thomas, on avait regardé un peu des vidéos. Enfin, Thomas est un grand fan de Le Caravage et de Michel-Ange, donc forcément, lui, il est très renseigné sur le sujet. Et en fait, la veille de faire les deux galeries, on avait regardé quelques vidéos sur YouTube, notamment une vidéo sur le David. Et en fait, c'est vraiment intéressant d'aller voir le David et de savoir l'histoire. Le fait que bah, c'était un bloc de marbre qui avait déjà été entamé par quelqu'un et que Michel-Ange est arrivé, tout le monde lui avait dit que ce bloc de marbre-là, il était plus utilisable, qu'on pouvait plus rien en faire parce que trop fin, c'était impossible de rattraper ce qui avait déjà été fait dessus. Et que Michel-Ange a réussi à en faire un chef-d'œuvre, un truc magnifique, d'une précision incroyable, taillé dans le marbre, franchement, c'est fou. Et les proportions aussi qui peuvent paraître étranges quand on regarde le David, c'est que ses mains sont assez grandes. Et en fait, du coup, dans la vidéo qu'on a regardée, on a appris que le David, il devait être exposé sur une toiture et que Michel-Ange avait pensé à ça et donc modifié les proportions du David pour que quand on le regarde du sol, les proportions soient parfaites. Alors évidemment, il n'est pas exposé du coup sur une toiture finalement puisqu'il est exposé dans la galerie. Donc les proportions sont légèrement étranges, mais ça reste quand même une œuvre de malade. Donc on a vu des trucs de fou, on a vu la naissance de Vénus, on a vu la Méduse, on a vu euh, merde le truc, l'école d'Athènes, on a vu la naissance d'Adam, je crois, un truc comme ça, enfin à la chapelle Sixtine, je sais plus quoi, la création d'Adam. On a vu des œuvres de malades mentaux. Donc franchement c'était vraiment vraiment chouette. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais Florence, la ville en tant que telle, je la trouve moins mignonne que Rome, dans le sens où Rome, quand tu te balades, tu tournes la tête, tu vois des trucs de fou. En fait, dès que tu te balades dans Rome, c'est déjà un musée à ciel ouvert. Donc franchement, c'était vraiment, vraiment chouette. Et le mercredi, du coup, on est reparti de Florence et on est allé sur la Côte d'Azur où on a passé 10 jours sur la Côte d'Azur, près de Saint-Tropez. Donc là, c'était plus des vacances chill, soleil, resto. On a un copain qui habite là-bas en plus, donc on a vu nos amis quasiment pendant les 10 jours, donc ça, c'était vraiment chouette. Piscine, bronzage. Alors moi, j'ai la peau très blanche, donc je suis surtout restée à l'ombre. Mais voilà, voilà mes vacances. Je peux pas dire que j'ai hâte de reprendre le boulot, mais en tout cas, j'étais très contente de rentrer chez moi. L'air de rien, le confort de sa maison, ça n'a pas de prix. Donc là, je suis contente d'être rentrée chez moi. Je pense que ça va me faire du bien aussi de reprendre un rythme avec le cabinet, avec Ortho Sereine, etc. Même si le rythme estival est quand même différent, je pense que ça va me faire du bien de reprendre un rythme normal. Mais les 2 semaines de vacances m'ont fait beaucoup beaucoup de bien, puisque je n'ai pas pris mon ordinateur avec. J'avais seulement mon téléphone, donc j'étais un petit peu sur Instagram, mais vous avez vu depuis 10-15 jours, là j'ai pas fait beaucoup beaucoup de stories. J'ai fait des stories en Italie, mais quand j'étais sur la Côte d'Azur, j'en ai quasiment pas fait, voire pas du tout. Donc j'ai vraiment coupé. Ça m'a fait beaucoup de bien, mais là j'ai hâte de reprendre avec un rythme plus soutenu. Il y a des visiotrams qui sont prévus cette semaine et la semaine prochaine avec un visiotrame de langage oral en fin juillet. Donc le visiotrame de langage oral amélioré, il faudra que je travaille dessus d'ici là. Mais ça m'a vraiment fait du bien de couper, de pas prendre mon ordi. J'ai beaucoup beaucoup de mails qui étaient restés en attente et que j'ai traités aujourd'hui quand je suis rentrée. Beaucoup de mails et de messages. Mais voilà. Voilà pour mes vacances. Je n'ai rien de spécial à dire en plus. Je vais juste me moucher. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous parler du post Facebook sur les installations sauvages. Je vais juste reprendre le post pour vous le relire, juste pour
sache de quoi on parle. J'avais gardé le lien justement. Alors, le post c'était sur Arto Info de quelqu'un en anonyme. Moi ça me dérange pas les posts en anonyme, mais il y a des gens que ça dérange. Le post c'était, ouvrez les guillemets, coup de gueule quant aux installations des consoeurs ou confrères en zone surdotée sans tâter le terrain, sans prévenir et surtout sans considération pour les orthophonistes déjà en place. Quand je me suis installée il y a plusieurs années, j'ai repris une patientèle et me suis assurée de m'installer là où ça ne porterait pas préjudice aux autres orthophonistes du quartier. Aujourd'hui, certaines collègues s'installent sans vergogne et je vois l'incidence d'une deuxième installation dans un cabinet qui a ouvert à 200 mètres du mien, avec mon emploi du temps qui s'appauvrit. Les listes d'attente n'en sont pas car dès qu'on rappelle les gens inscrits, ceux-ci ont trouvé un ou une orthophoniste. Je trouve que c'est irrespectueux, voire limite déontologique et pas très malin vu la concurrence qu'on va se faire. Voilà, je poste ça là en anonyme parce que je n'ai aucune envie de me faire dézinguer, mais au moins j'aurais vidé ma colère et peut-être apaisé mes angoisses. Je vais boire un coup. Oh la merde, putain, j'ai foutu partout. Oh là là, catastrophe ambulante. Attendez, j'ai foutu de l'eau partout. Ça va pas tomber sur mon ordi, ni sur mon téléphone. Alors, ça me questionne un peu ce post, ça a fait beaucoup réagir parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Il y a 230 commentaires. En tout, j'ai fait un commentaire là-dessus. D'ailleurs, il est anonyme. Moi aussi, j'ai le droit de bénéficier de l'anonymat. Et en fait, je pense que ce truc d'installation est un petit peu trop vu sous le prisme individuel et qu'il faut le voir plus pour moi, sous un angle plus large et plus collectif en réalité, que je suis installée là, donc pourquoi quelqu'un s'installe à 200 mètres de moi. Bon, évidemment, il y a des zones dans lesquelles c'est très surdoté, mais enfin, je veux dire, personne n'est sans savoir que chaque installation est mûrement réfléchie. Et c'est ce que j'ai mis dans mon commentaire, et je pense que je vais vous le lire comme ça sera beaucoup plus simple. Donc j'ai mis dans mon commentaire, je pense qu'il faut voir cette situation sous un angle plus large que chaque angle individuel. Personne n'est sans savoir qu'une installation est un projet mûrement réfléchi par chacune d'entre nous. Personne ne choisit une ville au hasard sur la carte de France et se dit hop, je m'installe là, comme ça. La décision est sûrement le résultat de plusieurs facteurs. Ville ou village de naissance, proximité avec la famille, mutation du partenaire. Je ne pense vraiment pas que les orthos prennent du plaisir à s'installer quelque part pour voler le boulot des autres, mais peut-être que je suis un bisounours. Pour moi, se renseigner sur la demande dans les zones géographiques est essentiel, c'est un fait. Mais est-on vraiment obligé de prévenir ou de demander l'autorisation aux collègues quand on s'installe quelque part? Désolé, mais vous avez beau être installé là depuis des lustres, vous n'êtes pas le centre du monde avec tout le respect. La réflexion, ouvrez les guillemets, on devrait interdire l'installation à certains endroits, est typiquement une réflexion de boomer à mon sens. Moi d'abord, et vous ferez avec ce qui reste. Il existe forcément des situations où ce serait judicieux, mais n'en faites pas une généralité. Chaque individu a des envies, chaque individu a sa propre histoire. Les médecins se battent pour ne pas avoir une obligation géographique d'installation. D'ailleurs, certaines d'entre nous appellent les collègues dans les zones sous-dotées et se prennent des réponses du genre « Ah non, il n'y a pas assez de travail, tu ne devrais pas t'installer ici ». On ne sait plus sur quel pied danser finalement. Pour conclure, je comprends les frustrations, mais je trouve la réflexion un poil individualiste. On pourrait trouver une solution différente de interdire l'installation ou réguler l'installation. La solution, je ne l'ai pas là, mais c'est à réfléchir. En fait, le problème, c'est que dans les commentaires, il y a des trucs du genre on devrait interdire l'installation, on devrait réguler l'installation. Il y a des choses il y a des choses qui sont horribles en fait. Enfin, il y a quand même des nanas qui mettent on devrait interdire l'installation des orthophonistes en zone surdotée. En fait, je pense pas que la solution elle soit là et je trouve que c'est une atteinte à la liberté individuelle de pouvoir s'installer où on veut parce qu'on est quand même en libéral et je vois pas pourquoi on pourrait pas s'installer là. Et comme je l'ai dit dans mon commentaire, c'est pas parce qu'il y a une orthophoniste qui est là depuis 10, 20, 30 ans que du coup toi t'as pas le droit de t'installer là. Il y a des quartiers qui sont attractifs, des villes qui sont attractives et il y a des quartiers et des villes qui sont moins attractifs. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas envie de s'installer là. Pourtant, c'est des zones sous-dotées, mais en fait, pourquoi les nouvelles orthos ou celles qui cherchent à s'installer devraient forcément aller dans les zones sous-dotées et s'interdire d'aller en zone surdotée alors que c'est là qu'elles voudraient aller. Enfin, je veux dire,
C'est complètement égoïste de la part de celles qui sont déjà installées. C'est pas parce que toi, t'es déjà installé dans cette rue-là. Alors, bon, la rue, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais quoique, en fait, enfin, je veux dire, t'as le droit de t'installer où tu veux, c'est le propre du libéral. Encore une fois, je dis pas que tu peux t'installer où tu veux et puis faire ta vie. Voilà, on sait que l'orthophonie, c'est quand même un métier où les orthos sont beaucoup en communication, etc. Et c'est très bien, je pense. Mais en fait, le problème, c'est que peu importe où tu veux t'installer, si c'est pas une zone très sous-dotée où il y a 5 ans d'attente, tu vas forcément te prendre un truc du genre, bah non, y a pas beaucoup de boulot, hein, tu sais, moi j'ai que 80 candidatures sur ma liste d'attente, donc tu devrais pas t'installer là. Frère, 80 candidatures, et je pense que j'en ai déjà parlé dans mon ancien podcast, mais en fait, 80 candidatures, tu te rends compte, c'est énorme en fait. En vrai, c'est énorme. Ça dépend de comment tu gères. Enfin, ça se trouve, 80 candidatures, pour toi, en 2 mois, c'est réglé, mais pour moi, là, pour la plupart des orthos, 80 candidatures, c'est pas réglé en 2 mois. Enfin, faut pas exagérer, quoi. Donc en fait, les orthos, elles savent plus sur quel pied danser. Et on en parlait dans l'ancien podcast, il me semble, mais c'est le chien qui se mord la queue parce que, en fait, les orthos exigent qu'on les appelle pour prévenir qu'on s'installe ou même pour demander l'autorisation, entre guillemets. Finalement, celles qui appellent, elles se prennent des non, tu devrais pas t'installer là ou des réflexions vraiment hyper méchantes, etc. Donc finalement, elles appellent plus. Et du coup, après, les orthos se plaignent qu'on n'appelle pas. Voilà, c'est la même réflexion que celle qu'on s'est faite il y a 15 jours. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait des choses vraiment très très virulentes dans les commentaires. Et j'aimerais bien retrouver un commentaire sans animosité aucune. Mais il y avait quelque chose qui m'avait vraiment vraiment choquée. Euh, Est-ce que je vais le retrouver? J'ai connu une ortho qui avait un cabinet qui cherchait une collab. Une candidate s'est présentée. Elle a bien évalué la demande quand elles se sont rencontrées, elle n'a pas donné suite et quelques semaines plus tard, elle s'est installée à la porte voisine. Alors ça pour le coup, c'est un commentaire, je peux comprendre parce qu'en fait, la collègue, elle cherche une collab. Quelqu'un candidate, finalement, elle veut pas être collab, elle s'installe elle-même. Mais en fait, la nana, elle a bien le choix de s'installer elle-même. Enfin, je veux dire, c'est pas parce elle est venue voir un petit peu la collab, comment ça se passait, évaluer la demande, qu'elle est obligée de faire une collab et qu'elle peut pas s'installer dans le secteur. En fait, là, pour moi, c'est nimps. En fait, le truc, c'est que là, la nana, elle fait, entre guillemets, une étude de marché, même si c'est, je peux pas dire que c'est pas honnête, puisqu'elle fait une étude de marché, elle candidate pour la collab, elle se rend compte qu'il y a de la demande, parce que s'il n'y avait pas de demande, elle chercherait pas une collab, la dame. Et elle se dit, bah non, finalement, la collab, c'est pas intéressant, parce qu'on le sait très bien que les collabs, c'est pas toujours intéressant, les rétrocessions peuvent être vraiment abusées, tu peux pas forcément faire ce que tu veux, etc. Il y a des collabs, en plus, c'est des partages de bureaux, ce qui est totalement illégal au passage, mais il y a des fois, il y a des gens pour qui ça les arrange. Mais il y a des partages de bureaux, donc t'as pas accès à ton bureau quand tu veux. Enfin, je veux dire, à un moment donné, t'as des restrictions qui sont vraiment chiantes, et en plus, tu dois te taper une rétrocession qui te coûte la peau du cul. Et donc, en fait, la meuf, là, elle s'installe après. Peut-être que sa seule erreur, ça a été de ne pas dire bon, bah, je décline la proposition de collaboration. En fait, je préfère m'installer moi-même. Je vois qu'il y a de la demande sur le secteur, donc je vais m'installer. Je préfère faire comme ça. Mais en fait, elle a le droit. Elle a le droit de s'installer. Si tu cherches une collaboratrice, ça veut dire qu'il y a du boulot. Mais finalement, si quelqu'un s'installe, ça répond à la demande. Ça répond à la demande, il y a du boulot. C'est juste qu'en fait, toi, t'es deg parce que tu vas pas avoir ta rétrocession de collaboration. Mais c'est du coup, c'est hyper égoïste. Et donc, en fait, je mets un commentaire qui pique un peu à celui-là, celui que je viens de vous lire, et je mets et alors? Et là, je me suis pris des réponses de malade. Et il y a une dame qui me répond. Et alors? Ben, c'est vraiment dégueulasse. Voilà, je vais plus loin. Par principe, je lui rends l'appareil. Solidaire de leur temps installé, je fais tout pour la pourrir, pour la pourrir. Au moins, on est minimum deux sur son dos. Et là, je lui réponds, je lui dis, mais ça va pas bien, en fait. Enfin, avec tout le respect, mais il faut être malade pour dire ça, je vais la pourrir. Comment ça, je vais la pourrir? Elle fait ce qu'elle veut, la jeune fille. Elle décline la seule erreur, encore une fois, c'est peut-être de ne pas avoir dit je décline la proposition de collaboration, je préfère m'installer. Mais en fait, même si elle avait dit ça, c'était sûr qu'elle allait se prendre une réponse du genre ouais, bah ça se fait pas, nanana, tu me fais de la concurrence. Ben non, je te fais pas de la concurrence puisque tu cherchais une collaboratrice parce qu'il y a trop de boulot. Je te fais pas de concurrence. Mais en fait, il y a des nanas là dans les commentaires. J'ai l'impression d'être chez les fous. Vraiment, je vous le dis, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Il y a des gens qui vont vraiment pas bien, hein. Il y a des gens qui vont vraiment pas bien. Elle me dit, je vais la pourrir.
Puis ça va pas, hein, vraiment. Ça va vraiment pas. Vraiment, je suis en train de relire des commentaires, il y a des trucs de fou. Il y a vraiment des trucs de fou. Des trucs genre il faut interdire l'installation, il faut réguler l'installation. Mais en fait, ça, c'est des choses, ça les arrange parce que elles sont installées depuis 30 ans dans leur petit quartier super sympa à côté de chez elles. Donc les nouvelles, en gros, il faudrait qu'elles se plient à une régulation et qu'elles s'installent là où c'est sous-doté. Et il y avait quelqu'un qui avait répondu, je crois que c'est Chloé Orto qui avait répondu. Donc dans ce cas-là, si vous partez de ce principe-là, tout le monde fait sa BA et tous les 3 ans, on va en zone sous-dotée. En fait, pourquoi vous resteriez dans un cadre super cool et celles qui viennent d'arriver, elles doivent attendre 20 ans pour avoir accès à une zone sympa. C'est d'un égoïsme, mais sans pareil. Enfin, moi, je trouve que c'est complètement hallucinant. Euh, En fait, je pense qu'il y a une vraie fissure là dans les réponses. De toute façon, il y a une fissure des générations. T'as une fissure entre les jeunes et les plus âgés, sans vouloir dire les vieilles, parce que je voudrais pas manquer de respect quand même. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont plus âgées que moi, mais là, il y a vraiment une fissure de génération, je trouve. Et en fait, moi, là, ce que je reproche aux anciennes, ça va vraiment être leur animosité et leur capacité à dire que les jeunes ne sont pas sympas. Alors que elles, quand tu lis leurs commentaires, il y a rien qui va. Vraiment, il y a rien qui va. C'est de l'animosité fois 1000. Enfin, ça va pas du tout. Moi, je trouve que ça va pas du tout. En termes d'empathie, il y a rien qui va. Euh, et j'en parlais avec Guillaume par échange de mails et en fait, je lui disais que pour moi, cette situation d'installation entre guillemets dite sauvage, elle est bloquée dans un cercle vicieux duquel il est impossible de sortir parce qu'il y a des anciennes qui ont fait leur trou et elles vont voir d'un très mauvais œil toutes les nouvelles installations proches de chez elles. Pourquoi elles voient ces installations-là du mauvais œil? En fait, elles ont fait une étude de marché avant de s'installer apparemment, et elles comprennent pas pourquoi les jeunes ne le font pas aussi. Pourquoi les jeunes ne font pas d'études de marché? Bon, du coup, les jeunes, elles font des études de marché avant de s'installer, mais en fait, globalement, elles se prennent que des contre-indications, voire des refus d'installation. J'ai déjà entendu des histoires comme ça, hein, et d'orthos connus. Hein. Je balancerai pas les noms, mais des orthos connus hein, sur les réseaux, etc., qui font les mignonnes en story, qui font les mignonnes en vidéo, et qui après vont pourrir des jeunes qui veulent s'installer dans le même village qu'elles. Retenez bien ça. Je dirais pas les noms, mais il y a des pourritures hein, en vrai. Hein. Donc elles se prennent des contre-indications, voire des refus quand elles s'installent dans des zones. Pourtant, la demande est même si, en fait, pour moi, même si la demande n'est pas présente, en réalité, tu peux t'installer où tu veux. Je connais pas le climat de tension, donc forcément, peut-être que j'ai une réponse qui est biaisée, mais pour moi, tu peux t'installer où tu veux. Après, forcément, si tu es dans une surdotée, genre il y a 10 orthos dans un village avec 1000 habitants, bon, c'est pas exagéré, quoi. Mais globalement, il y a quand même de la demande un peu partout, il y a forcément moyen de trouver son bonheur. Et donc, en fait, là où la demande est présente, elles se prennent quand même des contre-indications. Bon, bah finalement, elles font plus d'études de marché parce que peu importe où elles vont, elles se prennent des refus. Alors qu'en soi, les orthos qui sont installés, elles ont rien à refuser. Enfin, je veux dire, c'est pas elles les chefs, quoi. Donc finalement, elles font plus d'études de marché, juste elles s'installent où elles veulent parce qu'elles en auront le cul de se prendre des réponses désagréables. Et en fait, du coup, ça met les anciennes en colère et elles en deviennent virulentes. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux où elles deviennent de plus en plus virulentes, donc les jeunes leur demandent de moins en moins leur avis, puisque ben, c'est de moins en moins agréable de les recevoir. Et donc, en fait, il y a une vraie fissure des générations où les anciennes et les nouvelles ne se comprennent pas, je pense. Et on a des mentalités très différentes. Et là où je rejoins Guillaume, c'est que pour moi, le libéral, enfin, la concurrence dans le libéral, ça peut avoir du bon, dans le sens où on sait qu'il y a des anciennes qui font un petit peu moi, je vous ai déjà dit, je jugerai jamais le travail des autres parce que j'en ai rien à péter. Vous faites chacune ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a des enseignes qui se reposent un petit peu sur leur laurier. Et comme on est remboursé par la Sécu, il y a des trucs un petit peu qui passent alors que c'est pas très pro. Notamment des orthos qui font des coloriages à chaque séance, qui n'ont pas d'objectif thérapeutique clair, qui font des trucs un petit peu chelous, enfin chelous, un peu au doigt mouillé. C'est tout. Encore une fois, moi, je m'en bats les couilles, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, forcément, quand elles voient une ortho s'installer dans leur secteur, elles se disent ah putain, bah, les patients, ils vont aller là-bas. Mais pourquoi les patients, ils vont là-bas? Les patients, ils vont là-bas peut-être parce que c'est mieux, parce qu'il y a plus de résultats, parce que c'est plus sérieux. Si toi, t'étais sérieuse, ton agenda, il va pas se vider. Les gens, ils vont rester chez toi.
C'est comme et il y avait ça dans les commentaires aussi, sur le post Orto Info. Tu une boulangerie qui est là depuis des années. Ça fait des années qu'elle est là, c'est la seule, elle a le monopole. Donc en fait, elle se permet de faire du pain un peu moins bon. Parce qu'elle sait que les gens viendront quand même, c'est la seule boulangerie. Et là, du jour au lendemain, il y a une nouvelle boulangerie qui s'installe. Ah, si le pain est meilleur dans cette nouvelle boulangerie, les clients, ils vont aller où? Mais ils vont aller dans la nouvelle boulangerie, ils vont délaisser la boulangerie qui était là depuis des années. Donc l'ancien boulanger, qu'est-ce qu'il a à faire? Bah, il a juste à se remettre un petit peu au boulot et refaire du bon pain pour que les gens y viennent. Ou alors ne pas avoir baissé sa qualité pour que les gens se disent ah bah non, moi j'ai toujours été dans cette boulangerie là, donc je continuerai à aller là-bas, le pain est très bon, moi j'ai pas à me plaindre, etc. Donc là, vous allez me dire oui, mais Elise, c'est pas pareil, là c'est du soin, c'est pas du commerce. Je suis d'accord. Mais on est quand même dans le libéral, donc il faut se remettre un petit peu en question et se dire bah si ton agenda il baisse totalement de régime et que les gens ne veulent plus venir chez toi, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Peut-être se remettre un petit peu en question. Donc est-ce qu'il y aurait pas aussi peut-être un petit complexe d'infériorité, peur de se faire voler sa patientèle, parce que les jeunes bah, sont peut-être plus sérieuses, ont des formations plus récentes, je sais pas. C'est une réflexion. À chacun, à chacun voit midi à sa porte. Euh, Et j'avais noté aussi dans le mail avec Guillaume, j'avais noté, il y a aussi une autre réflexion qui m'est venue, c'est même s'il y a une pénurie d'orthos, des nouvelles orthos, en fait, il y en a des centaines chaque année. Et en fait, il faut bien qu'elles s'installent quelque part. Alors pourquoi ce serait à ces nouvelles orthos de s'installer en zone sous-dotée, pas très attractive, pas très fun, alors que Michel, qui a 65 ans, elle a fait son trou dans son quartier bien sympa, elle devrait rester et puis personne s'installe à côté d'elle. Moi, je trouve ça vraiment très égoïste. Alors que Michelle, 65 ans, elle parle elle-même d'égoïsme quand quelqu'un s'installe dans le même quartier qu'elle. Je trouve ça, moi, je trouve ça un petit peu faux cul. Bref, j'essaye de pas être vulgaire, mais je trouve que c'est des réflexions vraiment. En fait, elles nous accusent d'être égoïstes là où elles le sont elles-mêmes. C'est le chien qui se mord la queue. Euh, je vais pas être vulgaire ni virulente, c'est pas nécessaire, mais c'est un peu chiant. Franchement, c'est un peu chiant. Et c'est toujours, toujours, toujours les jeunes qu'on vient faire chier. C'est quand même un truc de dingue. Enfin, je veux dire, je sais pas comment je serai quand je serai vieille, mais en fait, quand je vois les comportements des vieilles comme ça, je me dis, mais pitié, mais tout sauf ça, je veux pas être comme ça, en fait. Je veux pas être comme ça. Et pourtant, il y a plein de personnes, comme je vous disais, je suis en contact avec des personnes qui sont bien plus âgées que moi et qui ne sont pas comme ça. Et c'est pour ça que je suis amie avec elles d'ailleurs. Et je veux pas dire qu'elles vouent un culte à la jeunesse, mais elles aiment le vent frais que la jeunesse apporte. En fait, il faut vivre avec son temps. C'est juste ça. Il faut arrêter de regarder dans le rétro et de se dire ah c'était mieux avant. En fait, vivez avec votre temps. Certes, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, tout n'est pas mieux qu'avant. Il y a sûrement des choses qui étaient mieux avant, mais en fait, la société évolue, les gens changent, et ben en fait, il faut juste finir par s'adapter. Si vous n'êtes pas contente, juste faites votre truc dans votre côté, et voilà, juste fermez vos gueules. Et si les gens ne viennent plus chez vous, remettez juste votre pratique en question. Il y a peut-être des choses à revoir. Alors certes, il y a sûrement des zones où c'est surdoté, et donc il n'y a pas assez de patients, et ben en fait, ben vous aussi, vous pouvez partir. Enfin, je veux dire, si vous sentez que vous avez plus assez de travail, ben au lieu de dire aux autres d'aller ailleurs, bah vous aussi allez ailleurs. Alors ça, c'est un petit peu culotté, mais en fait, pourquoi les autres devraient aller ailleurs? Vous pouvez pas dire aux autres d'aller ailleurs et vous rester dans votre petit truc tranquille. Vous aussi allez ailleurs. Tout le monde peut se passer, enfin tout le monde peut dire la même chose. C'est trop en fait, c'est trop égoïste. Moi, ça m'agace vraiment. Et là, je suis trop fatiguée je suis très fatiguée du voyage et tout. Et j'étais un petit peu malade hier, donc là je suis très fatiguée, j'ai pas la force d'être virulente et de déménager le bordel. Mais là, franchement, c'est fatigant. Et un autre sujet du coup qui me met en rogne, là je transitionne, c'est que j'ai fait quelques stories là pendant mes vacances. J'ai quand même pris le temps de vous faire des stories. Et une des raisons pour lesquelles j'ai aussi arrêté de vous en faire sur la fin de mes vacances, c'est que je commence à recevoir des messages vraiment pénibles. Des messages pénibles en fait, des messages de gens qui me font la morale pour des pacotilles, mais vraiment des gens qui me font la morale pour des pacotilles et ça commence vraiment à me saouler parce qu'en fait, les gens quand ils s'abonnent à ma page sur Instagram, des fois ils me connaissent pas, ils comprennent pas un petit peu le mood, mais je pense que vous qui écoutez mon podcast, vous me connaissez un petit peu plus, vous êtes moins et vous avez cerné le personnage parce qu'en plus dans le podcast, je suis vraiment sans filtre.
Mais en fait, vous savez que quand vous venez m'écouter, je prends pas de pincettes, en fait. Enfin, genre, je dis vraiment ce que je pense, je prends pas de filtre. Je suis pas là à faire des manières, à vouloir filtrer ce que je dis. Je vous dis vraiment ce que je pense, brut de décoffrage. Je n'ai rien à péter de ce que les gens y pensent. Et en fait, des fois, je fais des stories un petit peu dans la même vibe parce que j'ai toujours voulu garder cette direction-là. J'ai toujours eu cette direction-là depuis le début. J'ai toujours voulu la garder. J'ai jamais voulu me filtrer ou m'empêcher de parler comme ça parce que c'est ma façon d'être dans la vie de tous les jours avec mes copines. Je suis comme ça. Avec mon mec, je suis comme ça. Avec ma famille, je suis comme ça. Je dis ce que je pense. Je suis pas méchante en fait, mais je dis ce que je pense. Et puis des fois, je fais des blagues. J'utilise une façon de parler qui peut choquer les moralisateurs et les moralisatrices. Mais en fait, c'est fatigant. Vraiment, c'est fatigant. Genre là, j'ai reçu des messages pendant mes vacances. Ça m'a vraiment saoulée. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de faire des stories pendant les vacances. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai pas le temps. Franchement, là, j'ai pas le temps. Je suis en vacances. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les gens qui viennent me faire la morale pour de la merde. Et je vais vous dire pourquoi les gens m'ont envoyé des messages. Et en fait, il y a des fois où j'ai même pas répondu parce que ça me saoule, en fait. J'ai pas envie de débattre avec ces gens-là qui comprennent pas que, en fait, à un moment donné, c'est bon, quoi. C'est chiant. Donc, en fait, j'avais fait une FAQ, là, pendant mes vacances. Un jour où on était beaucoup en voiture, j'avais fait une FAQ. Et il y avait quelqu'un qui me demandait s'il fallait passer par du salariat avant de faire du libéral. Et j'avais répondu un truc du genre, bah, pas forcément. Attendez, je vais vous dire vraiment ce que j'avais écrit. Pour pas modifier mes propos. Tchou, tchou, tchou. Donc, ah non, c'est pas ça. Voilà, ici. Donc la question c'était, après le diplôme, conseilles-tu d'avoir une expérience en structure publique avant le cabinet? Et moi j'avais dit, pas forcément. Pour moi, prendre un poste en structure ne te donnera pas d'expérience en particulier pour le libéral. Après, chacun fait comme il veut, mais faut pas voir ça comme un passage obligatoire. Au contraire, tu risques de t'enfermer dans une spécialité de l'orthophonie, neurologie, ORL, etc., etc., et avoir peur d'aller en libéral et de avoir beaucoup de diversité. Mais en vrai, c'est la vérité. Enfin, je veux dire, les filles, vous pouvez pas me dire le contraire. Vous n'avez pas besoin d'aller en structure pour acquérir de l'expérience en cabinet. C'est pas un passage nécessaire. Il y en a combien qui sont partis en libéral directement après leur diplôme? Ça se passe très bien. Et au contraire, se lancer en structure, enfin, je veux dire, ça n'appauvrit pas vos chances de partir en libéral après. Au contraire, tu vois, enfin, c'est juste que là, sa question, c'est est-ce que tu conseilles d'avoir une expérience en structure publique? Bah, moi, je dis non, parce que selon moi, c'est non. En fait, t'as pas besoin d'aller en structure publique avant de passer au cabinet. Être en structure, ça ne te donne pas d'expérience pour le libéral. Ça te donne pas d'expérience pour la gestion administrative, ça te donne pas d'expérience pour la compta, ça te donne pas d'expérience pour la gestion des patients que tu fais pas trop, je pense, en structure, etc. C'est la vérité. Et après, je dis, chacun fait comme il veut, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et la vérité, c'est que combien de posts sur Facebook on a vu passer d'orthophonistes qui disent après avoir bossé 15 ans en salariat, j'aimerais me lancer en libéral, mais je suis un petit peu perdue. Quelle formation me conseillez-vous? Toutes les orthos qui ont fait du salariat et qui... Enfin, toutes, non, parce qu'après on va encore me dire non, pas tout le monde, parce que moi j'ai fait comme ça et moi ça a été, j'ai pas eu besoin de me former. Ok, ta gueule Géraldine, on s'en fout de ton cas particulier. 95% des orthos qui ont fait du salariat et qui après veulent partir en libéral, panique parce que c'est vraiment différent, parce que tu as une diversité, parce que pendant 15 ans tu as fait de la neuro en SSR et qu'en fait tu te retrouves avec des demandes de langage écrit, tu sais même plus comment on fait du langage écrit. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face. Donc là, je reçois un message qui me dit tu dénigres le salariat, tu participes à la désertification du salariat. Ok, donc là, c'est de ma faute s'il y a plus de retour au salariat. Mais bien sûr, franchement, c'est de ma faute. Avec ma petite story où il y a eu peut-être 2000 vues, c'est à cause de moi. Et vraiment, j'ai reçu un truc comme ça. Ouais, petit coup de gueule, c'est parce que c'est dégradant pour le salariat, ça contribue au désert en structure, ce genre d'infos. Alors que pour moi, il n'y avait rien de dégradant. Enfin, je veux dire, si vous voulez en structure, mais grand bien vous fasse. Moi aussi, j'ai fait des candidatures pour aller en structure. Moi aussi, je voulais aller en structure. Et en fait, c'est pas euh, le fait d'avoir peur de retourner en libéral derrière qui m'a freiné, c'est le salaire. En fait, il faut arrêter de penser que c'est ça qui freinent les orthos à aller en salariat. Les orthos, elles ont pas envie d'aller en salariat parce qu'elles sont pas bien payées, en fait. Donc c'est pas vrai. Et donc là, on me dit,
Je pense, alors la fille m'avait dit, et en fait, j'ai aucune animosité envers cette fille parce que je comprends ce qu'elle ressent, mais en fait, à un moment donné, il faut arrêter de venir faire chier euh, des nanas qui ont une audience de peut-être 8000 personnes, alors qu'en vrai, j'ai rien fait de mal. Franchement, j'ai rien fait de mal, j'ai juste dit, c'est pas obligatoire, tu risques peut-être de t'enfermer dans une spécialité et avoir peur après si tu te lances un libéral, c'est la vérité en fait. Et elle me dit, oui, ton avis est tout sauf neutre. Mais tu me demandes mon avis, comment veux-tu que je donne un avis neutre? Mon avis, c'est mon avis, je vais pas. Et j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais donné d'avis neutre. J'ai toujours fait en sorte de donner, et à chaque fois je vous le dis, je fais toujours en sorte de donner la thèse et l'antithèse. J'essaie toujours de voir le noir et le blanc, le yin et le yang. J'essaie toujours de voir les deux côtés. Mais en fait, à un moment donné, quand on me demande mon avis, bah, je donne mon avis. Et je pense que mon avis, là, il est pas abusé. En fait, à un moment donné, il faut arrêter de venir me faire la morale pour des pacotilles comme ça et me faire genre, ça participe à la désertification. Alors qu'on sait très bien que la désertification des structures, c'est pas ma petite story de merde, mais c'est plutôt le salaire qui est horrible. Donc ça, franchement, ça m'a vraiment saoulée. Et à un moment donné, j'ai arrêté de répondre. Elle m'a dit, oui, petit coup de gueule, je suis désolée que ça tombe sur toi. Bah, ta gueule alors, viens pas me faire chier. Va faire ton combat à la FNO, franchement. Enfin, je suis désolée pour... Franchement, si la personne qui m'a envoyé ce message-là m'écoute, je suis désolée, mais honnêtement, ça m'a saoulée. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de te répondre. Parce qu'en fait, ça me gave de venir me faire la morale à moi, alors que c'est pas moi le problème. Voilà, donc ce message-là. Et j'ai reçu un autre message parce que, pareil, dans la FAQ, on m'avait demandé, oui, comment tu avais fait tes groupes à la bibliothèque. Et du coup, j'avais donné des infos. Et j'ai reçu plein de messages qui me disaient, ah, mais en termes de légalité, comment t'as fait pour sortir tes patients du cabinet, aller à la bibliothèque? Mais en fait, moi, j'ai fait ça. J'ai, j'ai pas lu les textes, je sais même pas si j'avais le droit de le faire. Donc en fait, j'en parle sur les réseaux. Et du coup, j'ai refait une story en disant, nota bene, les groupes pour la bibliothèque. En vrai, je me suis pas renseignée sur tout l'aspect légal et j'ai mis un truc, je dis, moi, je suis une grosse mongole, hein, j'ai fait ça comme ça, genre, je me suis pas renseignée. Donc si vous le refaites, à vos risques et périls. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en disant, merci pour tout ce que tu fais, mais juste, alors, non, c'était, par contre, grosse mongole, entre guillemets, ça passe pas du tout, hein, mais merci pour tout ce que tu fais. Moi, je suis désolée, vraiment, en fait, j'ai juste écrit grosse mongole. Vraiment, j'ai juste écrit grosse mongole. C'est tout. J'ai juste dit je suis une grosse mongole. J'ai même pas dit toi t'es une grosse mongole. J'ai dit je suis une grosse mongole. Alors ok, oui, c'est avant, on parlait des trisomiques, on disait que c'était des mongols, donc c'est dénigrant pour les personnes atteintes de trisomie 21. Est-ce que tu penses vraiment qu'en faisant ma story et que j'ai moqué et que j'ai marqué je suis une grosse mongole, je pensais aux personnes atteintes de trisomie 21? Enfin en fait, ça me fatigue, genre vraiment ça me fatigue. Donc là, si ça vous plaît pas quand je parle comme ça, juste désabonnez-vous, ne m'écoutez plus vraiment. Je suis désolée, mais j'arrêterai pas de le faire. Vraiment, j'arrêterai pas. Et si vous trouvez que c'est problématique, arrêtez de me suivre. Genre vraiment, bloquez-moi, ne m'écoutez plus. Je me filtrerai pas en fait. Là, vraiment, si vous êtes choqué pour ça, vraiment, faut arrêter. Moi, ça me saoule en fait. Je vais pas commencer à faire attention à quel terme j'utilise à chaque fois. Ça me... Non, vraiment, je suis fatiguée là. Je suis fatiguée, les filles. Vraiment, je suis fatiguée. Et je trouve que le monde des orthos, c'est vraiment un monde de moralisatrice. Ça m'énerve. Et après, vous allez me dire, oui, bah toi aussi, tu fais la moralisatrice puisque tu lis les posts Facebook et tu dis que les filles sont égoïstes. Oui, je donne mon avis. Je donne mon avis sur les situations. Je dis que chacun devrait mettre de l'eau dans son vin, mais par contre, je viens pas voir quelqu'un en disant, t'as dit ça, franchement, c'est pas sympa, gna gna gna. Vas-y, j'ai autre chose à foutre, hein, vraiment, j'ai d'autres chats à fouetter, hein. J'ai d'autres chats à fouetter, vraiment, donc ça me fatigue. Juste, je donne mon avis sur des situations qui sont clivantes. Je vous donne mon avis. Des fois, mon avis est clivant. Si vous n'aimez pas mon avis, désabonnez-vous, arrêtez de me suivre. Allez voir chez quelqu'un d'autre si c'est mieux. Allez voir chez des gens qui ont les mêmes opinions que vous. Mais voilà. Et en plus, je donne pas mon opinion, hein. Enfin, je donne mon opinion sur des trucs. C'est banal, vraiment, c'est banal. Je suis pas dans le politique, j'ai jamais parlé de politique. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais dit de quel parti j'étais. De toute façon, je vous ai dit que j'étais d'aucun parti puisque je ne vote pas. Je ne parlerai jamais de politique parce que ça ne m'intéresse pas. Les seules fois où je vous parlais de politique, c'est pour vous dire que les politiciens se foutent de votre gueule. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est pour ça aussi que je suis pas dans la politique parce que je ne participe pas à ce scam monumental de la politique. En plus, là, on commence à voir des trucs, Mathilde Panot en business, Marine Le Pen présidente, enfin présidentielle, alors que elle est condamnée pour détournement de demi. Tous ces gens-là ne veulent pas votre bien. Donc pourquoi vous venez me voir, moi, et me faire chier, alors que là-haut, tous ces gens-là, ils se graissent sur votre dos avec vos impôts. Vous venez me voir, j'ai 8000 abonnés, je fais 5000 euros de chiffre d'affaires à l'année avec OrthoSereine, vous venez me faire chier.
Je suis désolée parce qu'en plus, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous me faites pas chier, je vous adore et vous m'envoyez des messages trop mignons et vous êtes super contents. Et le problème, c'est que quand tu reçois deux trois messages comme ça, alors que je suis en fucking vacances, mais après, encore une fois, c'est pas parce que je suis en vacances que les filles, elles doivent pas m'envoyer de messages. Je veux dire, voilà, je suis pas la reine Elisabeth, c'est pas parce que je suis en vacances que vous devez faire attention à ce que vous faites. Mais en fait, je suis en vacances, je vous fais une FAQ parce que, vas-y, j'avais pas envie de perdre le lien. Je reçois deux messages comme ça qui me cassent les couilles, j'ai arrêté les stories. Honnêtement, j'ai arrêté les stories, ça me saoule. Arrêtez de venir me faire les moralisatrices, vraiment, c'est pour des pacotilles, encore une fois, c'est vraiment fatigant. Mais, encore une fois, je sais que la plupart d'entre vous, vous vous en battez les couilles, vous êtes chill comme moi. En fait, c'est vraiment, c'est chill. Enfin, juste, je manque de respect. Je pense que je manque pas de respect aux gens. Si je manquais vraiment de respect aux gens, dites-le moi. Il y a peut-être là sur, tu vois, sur mon avis sur les installations sauvages, peut-être que je manque de respect aux personnes âgées, mais en fait, moi, je manque de respect que aux personnes qui manquent de respect aux autres. J'ai pas l'impression de manquer de respect sans raison. Voilà. Merci d'être là pour celles qui sont fidèles, qui sont chill, qui s'en battent la race de si je dis grosse mongole ou si je dis que si tu vas en structure, tu risques d'avoir peur de te retrouver en libéral, ce qui est en plus la vérité. Mais merci à vous de m'écouter toutes les semaines. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis claquée, honnêtement. En plus, ça m'a saoulé de reparler de ça, mais je voulais vraiment vous en parler parce que je voulais aussi votre avis. Peut-être que j'exagère sur le fait que les gens viennent me faire la morale. Peut-être que je devrais être plus dans l'acceptation, mais en vrai, j'ai l'impression de vraiment rien faire de mal et de recevoir des messages pas justifiés pour le coup et des coups de gueule qui devraient pas m'être destinés parce que vraiment j'ai l'impression de rien faire de mal, mais peut-être que je vois pas le problème, peut-être c'est moi le problème, j'en sais rien. Juste bah dans ce cas-là dites-le moi et si vous êtes plusieurs à m'envoyer un message de me dire bah là Elise c'est toi le problème, peut-être que je me remettrai en question. Mais là vraiment ça m'a vraiment gavé quoi. Voilà. Bon sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Je ne sais même pas quelle semaine on sera là à partir de demain. Une bonne semaine numéro 29. Pour celles qui travaillent, bon courage. Pour celles qui sont en vacances, bonnes vacances. Semaine prochaine, il y a un visiotram de langage écrit jeudi soir. Et après, le visiotram de langage oral, c'est... Il y a un autre visiotram la semaine d'après. Le visiotram de langage oral, nouvelle version, c'est le 29 juillet. Il faudra que je recommunique un petit peu dessus s'il y en a qui veulent accéder à la nouvelle version du visiotram de langage oral. Grossièrement, ça va être un petit peu la même structure que le visiotram de langage oral que je fais depuis le début. C'est juste que là, je vais apporter d'autres choses. Il y aura toujours retour sur les appellations diagnostiques, consensus catalyse, etc., les nouvelles appellations. Euh, Savoir quel diagnostic poser à quel âge et quelles épreuves choisir en fonction de l'âge. Pour faire, choisir vraiment les épreuves essentielles pour poser un diagnostic vraiment fiable, sans s'y perdre et faire passer 10 000 épreuves. Et donc là, je vais rajouter toute une partie sur le diagnostic différentiel entre la dyspraxie verbale et la dysarthrie développementale, donc le trouble articulatoire, parce que c'est un sujet que j'avais tendance à passer vite dans le visiotram de langage oral et on me demandait souvent d'aller un petit peu plus loin et je m'étais pas assez documentée. Donc là, je vais le faire et il va vraiment y avoir toute une partie sur le diagnostic différentiel entre dyspraxie et dysarthrie. Donc voilà, ça c'est du travail à venir. Visiotram de cognition maths, on a encore 1 mois et demi pour travailler dessus, mais il devrait sortir en septembre, je l'espère. Je vous tiendrai au courant de toute façon quand ce sera le cas. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Je vous retrouve la semaine prochaine, ou alors ce sera le hors-série, je sais pas, parce qu'il y a encore le hors-série avec Aurélien que j'aimerais bien vous sortir. Je sais pas trop quand est-ce que je le ferai, on verra, je vais pas le laisser trop traîner. Mais voilà, je vous fais des gros bisous, ciao.